Bonjour, bienvenue dans Igloo on Air, l'émission qui décrypte toutes les thématiques qui tournent autour du logement, de l'habitat au sens large. Et aujourd'hui, on va parler même des matériaux. Gilles Garnier, bonjour. Bonjour messieurs. Vous êtes le dirigeant de Ilios, un bureau d'études spécialiste en matériaux, mais pas que. Oui. Mais c'est aujourd'hui matériaux dont on va parler. Bâtir l'avenir, oui. Mais avec quels matériaux ? Bois, chanvre, béton décarboné, géopolymère ou terre crue, les alternatives aux matériaux traditionnels ne cessent de gagner du terrain. Derrière cette révolution silencieuse, un impératif, réduire l'empreinte carbone de nos constructions, responsable de près de 25% des émissions de CO2 en France. Alors que les réglementations se durcissent, que les ressources s'épuisent et que les filières se structurent, une question devient centrale. Sommes-nous prêts à construire autrement ? À changer notre rapport à la matière, au temps, au coût ? Pour y répondre, nous recevons aujourd'hui un expert reconnu du sujet, homme de terrain, mais aussi de conviction. Gilles Garnier, bonjour, rebonjour. Bonjour. Vous allez décrypter avec nous ce que veut dire vraiment construire en bas carbone. Alors on va parler des matériaux, les freins, les leviers, mais surtout les solutions concrètes pour les professionnels de la construction, les décideurs, mais aussi pour chacun d'entre nous. Gilles Garnier, première question pour commencer. Oui. Est-ce qu'on peut vraiment parler de révolution bas carbone dans le bâtiment ou est-ce encore une phase de transition expérimentale ? Alors, révolution bas carbone, on est dans les superlatifs, donc on est dans le médiatique et dans le commercial. La filière du bâtiment n'est jamais dans le superlatif quand elle est sage, donc on est plutôt dans une approche de carbone maîtrisée, c'est-à-dire qu'avant 2016, et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi 2016, nous étions en démarche environnementale, nous étions dans l'obsessionnel du kilowattheure, des économies d'énergie, que ce soit de la réglementation du 10 avril 1974 jusqu'à 2016. On se battait contre les kilowattheures, on épaississait les isolants, on ventilait quelquefois un peu moins l'intérieur des logements pour gagner des kilowattheures. Donc on avait des œillères. On avait des œillères puisqu'on ne s'intéressait pas du tout à l'impact réel à la planète. 2016, on ouvre les yeux. Le sujet est un nouveau-né. Je l'ai déjà évoqué sur d'autres aspects, notamment le biosourcé. Et nous sommes en train de balbutier une méthode d'appréciation normative d'impact carbone à la planète, à l'échelle mondiale donc. Et depuis 2016, nous avons des méthodes de calcul qui apparaissent, qui caractérisent des choses. Il y a eu des chaos de 2016 à 2022, puisque cette méthode n'était pas tout à fait juste et en comparatif interfabricant, elle était même erronée. Donc depuis 2022, on a enfin une méthode normalisée, française, européenne même, de caractérisation d'une carte d'identité carbone de chaque matériau ou du matériel. Ça peut être un lavabo, un robinet, une plinthe en bois ou 1 mètre carré de peinture. Donc depuis 2022, les fabricants se mettent enfin à caractériser leurs produits. Les fabricants ont évidemment plein de produits dans leur escarcelle. Ces caractérisations coûtent de l'argent, donc tout de suite on voit que nous sommes en période de mise en place de cette caractérisation, donc nous ne sommes pas du tout dans une révolution, nous sommes dans une période de mise en place où nous ouvrons les yeux sur ce sujet. Même nous, au niveau professionnel, nous manquons de caractérisation. Pour donner un exemple, en matière de carrelage, à ce jour, je regardais ce matin la banque de données certificatrice. Nous avons seulement 3 fabricants de carrelage qui ont fait l'effort de se caractériser. C'est une démarche volontaire de fabricants. Et il faut qu'ils fassent un chèque pour ça. Donc nous sommes en début. Nous ne sommes pas dans du bas carbone. Quand on dit bas carbone, ça veut dire qu'on est en dessous d'un niveau courant. Nous sommes dans un niveau de carbone maîtrisé. Nous ouvrons les yeux. Nous avons une méthode comparative relative. On sait que ce produit est meilleur que celui-là. La valeur affichée n'est pas une valeur absolue réelle, puisqu'il y a des hypothèses de calcul qui sont normées à l'échelle mondiale et européenne sur ces produits. Donc nous sommes dans une période de mise en place de carbone maîtrisé. Voilà. Donc on a une maîtrise qui commence à émerger, Oui. tout le monde parle le même langage. Oui. Maintenant, pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'on appelle matériaux bas carbone ? Parce que dans la tête des gens, dès qu'on parle matériaux bas carbone, on pense bois, on pense matériaux biosourcés. Sauf que c'est plus large que ça. Oui, tout à fait. La démarche bas carbone, c'est un peu comme la démarche énergétique. Il ne faut surtout pas qu'elle soit dogmatique. Il ne s'agit pas de mettre en avant une filière par rapport à une autre. On le voit d'ailleurs depuis 1 an et demi. Le vilain béton commence à avoir des solutions, et il ne fait plus que commencer, il a déjà des solutions qui sont en approche bas carbone ou carbone amoindri. Je
préfère ce terme. Donc, il ne s'agit pas de dire bas carbone égale chanvre, coton, ouate de cellulose, bois ou autre. Chacun a sa place. Certaines filières ont réagi plus vite que d'autres, puisque le bois, c'était une aubaine pour eux. De par les méthodes de calcul, on stocke du CO2 par la croissance végétale et on le garde tant qu'on ne brûle pas ce bois ou tant qu'il ne pourrit pas. Donc le bois a été mis en avant effectivement, surtout avant la période de crise du bâtiment, puisqu'il s'est placé tout de suite en chef de file, hyper intéressant malgré ses surcoûts construction par rapport au non-bois. Mais tout produit à sa place et on le voit fleurir dans des fabricants de carrelage, des fabricants d'isolants, où on va sur le réemploi. Le réemploi de matériaux qui ont déjà une première vie permet d'être bonifié dans la carte d'identité carbone, puisqu'on a déjà eu un premier impact qui a été amorti dans un premier usage, et le deuxième usage est largement allégé en impact carbone. Donc la porte est ouverte à tout, maçonnerie, terre cuite, béton, parquet, carrelage, colle. Certains produits et filières ont plus ou moins de mal à aborder des niveaux bas parce que leur process est énergivore, mais la place est pour tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui des matériaux qui sont ou quels sont les matériaux qui sont les plus prometteurs en matière justement de bilan carbone ? Et puis, quels sont ceux qui sont les plus matures en termes de déploiement à grande échelle ? Alors, cette question me positionne en homme visionnaire, ce que je ne suis pas. Je vais raisonner d'abord, dans un premier temps, sur ce qui existe à ce jour. En fait, on s'aperçoit que, alors évidemment, le bois, le biosourcé, la laine de bois, tous ces matériaux sont placés d'origine très bien, sauf si le process de fabrication en usine est très énergivore et autres, et là, ils se ramassent une petite claque quand même sur leur bilan. Le deuxième aspect, c'est qu'on s'aperçoit que l'esprit d'inventivité, de création et de développement des fabricants qui étaient plus ou moins mauvais sur ce sujet d'origine, ces fabricants se sont bottés les fesses, excuse-moi le terme, et ont trouvé d'un seul coup des solutions hyper intéressantes. Je pense à des fabricants de profils en acier, de couvertures en acier, qui d'un seul coup ont trouvé l'aubaine de faire une filière de recyclage de déchets en acier de chantier pour fabriquer des nouveaux bacs acier, des nouveaux profils métalliques. Je ne citerai pas des marques, mais avec des surcoûts de l'ordre de 10, 15, 20% sur la matière uniquement, la pose étant identique. Donc on a eu un réveil de certaines filières du bâtiment qu'on croyait vraiment mis de côté et mis au banc, qui d'un seul coup se réveillent. C'est le cas du béton, la filière du béton, filière des maçonneries, filière de tout ce qui est acier. On cite Arcelor parce que c'est un de nos une grande entreprise présente, mais au niveau étanchéité également, où le végétal est apparu dans les liants à la place du bitume. Donc il n'y a pas de filière mise de côté. D'un seul coup, la création et l'invention a trouvé son champ d'expression. Et ça, c'est fantastique. Bon, pas le choix, puisqu'en fait, je crois que le béton, si je ne dis pas de bêtises, ou la filière ciment, les plus gros pollueurs sont la pétrochimie, ensuite il y a le transport, et je crois que le ciment. Après la cimenterie, vient la cimenterie avec le côté énergie grise, la chaleur. Quoi. Exactement. Alors maintenant, plus concrètement, puisqu'on va parler un peu de logement, d'habitat, ou même de tertiaire, parce que c'est vrai pour les bâtiments de bureaux aussi. D'un point de vue d'un promoteur, constructeur, quels sont les freins majeurs à l'usage justement de ces matériaux bas carbone aujourd'hui ? Est-ce que c'est la réglementation, la disponibilité, la technique, le coût ? Alors, je réfléchis par rapport à mon expérience. Nous sommes tous les jours sur des dossiers divers et variés sur l'approche carbone. Le problème, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la démarche est naissante. Et nous n'avons pas de carte d'identité carbone pour toutes les gammes, tous les produits. Et quand on est dans un contexte de labellisation carbone ou de réglementation carbone, notamment dans les constructions neuves, nous censurons purement et simplement certains catalogues de certains fabricants parce qu'ils n'ont pas fait la démarche. Et ça fait mal au cœur, parce qu'on sait que certains fabricants fabriquent localement avec du gravier dans la gravière qui est 3 km à côté de l'usine pour fabriquer du béton, ou qu'ils fabriquent une pompe à chaleur localement au lieu d'une pompe à chaleur exotique orientale qui vient au bout de 3 semaines de tanker qui brûle du fioul lourd en plein océan. Donc à ce jour, le problème, c'est la caractérisation. Manifestement, les fabricants ont la peine à faire caractériser tous leurs produits. Ils avancent que cela coûte cher de faire caractériser par l'organisme indépendant. Il s'agit maintenant d'un organisme indépendant où il y a des files d'attente énormes. Et c'est le premier frein actuel dans notre acte, nous, de conception et de choix. C'est le premier frein. Le deuxième frein, c'est dans cette actualité, c'est d'arriver à satisfaire le choix d'architecte, la volonté du client, tout en trouvant des produits faciles à poser avec la qualification des entreprises locales et d'aboutir à la performance souhaitée au niveau carbone.
Donc ça, c'est la deuxième difficulté. Le prix, aussi étonnant que ça puisse paraître, n'est pas le premier problème, et puis je le mettrais plutôt au troisième rang dans nos projets. Ça l'aide ma question suivante, là, justement. Est-ce qu'on peut réellement construire à coût maîtrisé bas carbone aujourd'hui ? Alors, ou est-ce qu'il faut accepter un surcoût temporaire le temps que cette filière se structure ? Si l'on aborde le volet carbone en étant soumis, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple très clair, on conçoit son projet sans regarder le volet carbone, on dépose le permis de construire sans regarder le volet carbone, et après, quand on commence à faire les prescriptions pour le chiffrage des entreprises, on ouvre les yeux, là on est mal barré. Quand on est dans ce contexte-là, je vais donner des chiffres d'illustration et qu'on est soumis à une réglementation carbone qui ira jusqu'à 2028, donnons un chiffre. On va se ramasser en une plus-value à peu près en illustration de 2 à 5%, tout corps d'État, un coût global d'opération. Si on regarde avant, que nous dialoguons avec l'architecte, le maître d'ouvrage sur des choix de couverture en zinc, en bac acier, de couverture en tuile, de type de menuiserie, de type de carrelage, sans faire forcément des concessions minimalistes, pas du tout ça, mais présélectionner déjà des produits dans des gammes qui sont identifiées. 2020-2025, je vais être un peu osé, le surcoût est de 0. Par contre, il faut passer du temps à cogiter, à discuter avec le client et l'occupant final, l'exploitant de la maison de retraite ou l'exploitant de l'usine ou du bâtiment industriel. Là, si on travaille là-dessus, et c'est là où notre savoir-faire s'exprime, on arrive pratiquement à avoir des plus-values à 0. La RE 2028, qui sera donc applicable en théorie 1er janvier 2028, elle nous fait sauter une marche énorme. Et là, on va avoir un saut technologique et économique. À ce jour, la RE 2028 nous appliquons nous fait sauter à des prix de plus 10 à plus 15% en co-construction. Il y a un problème, mais peut-être que d'ici à 2028, nos fabricants vont évoluer et anticiper le marché. Et peut-être que nous passerons en douceur. Vous pensez qu'on sera prêt pour 2028 ? À quoi ressemblera un peu ce mix matériaux des années alors post-2028, si on fait un peu de prospective, 2030, ouais. 2040 ? Peut-être expliquer ce que c'est le mix matériaux ? Alors, on avait parlé dans une émission précédente. Ouais, si le mix matériaux, il a plusieurs déclinaisons. C'est-à-dire, au sein d'un procédé ou d'un matériau même, on peut faire un amalgame de différentes filières, avec une filière de récupération de déchets de bois qui vient alléger le bilan carbone du ciment qui reste traditionnel ou du granulat qui vient d'une carrière qui est à 150 km et qui a été concassée. Et il y a aussi l'autre valeur, la filière qui est, elle est belle, elle est pure d'origine, qui est la filière végétale, comme on l'a déjà évoqué dans une précédente émission. Donc on a on a des façades en bois qui s'associent avec des dalles, des poteaux, des murs en béton. Ça, c'est ce qu'on appelle le mix technique. Mais ce mix existe également au sein de la fabrication d'un matériau lui-même ou d'un matériel lui-même, à 2 niveaux. Donc on a matière à être plutôt optimiste pour les années qui viennent quand même. Je pense qu'il faut espérer, comme c'est déjà amorcé, et ce n'est pas fini dans la création, dans l'invention de nos fabricants, parce que principalement c'est au niveau des fabricants que ça se joue, c'est pas au niveau des bureaux d'études ou des entreprises. Fabriquer des produits qui soient fiables, durables, qu'on n'aille pas vers de la sinistralité et de la pathologie, puisque nos assurances sont hyper vigilantes là-dessus et nous coûtent très cher et elles sont déficitaires, donc il ne faut pas l'oublier. Mais je pense que nos fabricants vont évoluer et qu'il faut associer des filières, que dans des produits, on récupère du déchet. Ce sera un peu l'expérience de la mode actuelle du réemploi des matériaux qu'on viendra lier avec l'approche moindre carbone. Voilà. Ce sera le mot de conclusion. Merci Gilles Garnier. Merci à vous. Dirigeant d'Ilios. En 2 mots, Ilios ? Ilios, bureau d'études, un peu pluraliste, qui n'a surtout pas d'œillère. C'est la règle numéro 1 chez nous pour les 13 personnes. Et on s'intéresse un peu à tout et on construit, on conçoit comme si c'était pour nous-mêmes. On essaye avec le budget du client. Et qui trouve souvent des solutions. Et qui trouve assez souvent, mais on apprend tous les jours, restons modestes. Merci Gilles Garnier. Merci à vous. On retrouve cette émission sur toutes les plateformes de podcast, la chaîne YouTube, le site internet de Igloo on Air et sur topmusic.fr aussi. C'était la 301e émission de Igloo on Air et puis la dernière de la saison 7 et on se retrouvera l'année prochaine si vous le voulez bien Gilles, revenir pour d'autres thématiques sur la saison 8 dès septembre 2025 et d'ici là je vous souhaite de belles vacances estivales et puis je vous dis à bientôt, ciao. Bon repos, bonne lecture.